L'été sera difficile, il va falloir trouver des solutions pour que les Français puissent bénéficier de soins, a déclaré hier Brigitte Bourguignon. La ministre de la Santé a annoncé que les heures supplémentaires seraient payées double aux soignants, que les élèves, aides-soignants et infirmiers en fin de formation pourraient commencer à exercer sans attendre la remise officielle de leur diplôme. Il faut dire que 120 services d'urgence dans notre pays ont été contraints de limiter leur activité ou s'apprêtent à le faire. Au CHU de Bordeaux, c'est la crise comme ailleurs. Nous consacrons 2 émissions à la formation au métier d'infirmier et d'infirmière, leur parcours, mais aussi les évolutions, les innovations proposées par le CHU. Le CHU de Bordeaux est-il toujours attractif? Comment, pourquoi choisir le métier d'infirmier, d'infirmière aujourd'hui dans les conditions que l'on connaît? Bonjour à tous et bonjour à nos invités. Bonjour Luc Durand, vous gérez une partie de la crise au CHU puisque vous êtes coordonnateur général des soins. Gaëlle Landreau, bonjour. Vous êtes infirmière au pôle chirurgie. Vous allez nous raconter ce métier qui est pour vous une vocation, une passion. Nathalie Genestou, vous êtes cadre supérieur de santé à l'Institut de formation en soins infirmiers. Vous gérez notamment le contenu de ces formations. Alors démarrons avec l'état des lieux. Luc Durand, les mesures de la ministre vous donnent peut-être un peu d'espoir pour passer l'été, sachant qu'on a déjà là depuis hier un premier cas de variole du singe, on a le Covid qui repointe son nez et que le personnel soignant semble épuisé. Avez-vous donc espoir aujourd'hui ? Alors, merci de votre invitation. Effectivement, les mesures annoncées par la ministre, qui méritent bien sûr, je pense, d'être éclaircies, notamment sur les modalités d'application de ces mesures, vont dans le bon sens. Elles sont aussi dans le prolongement de ce que nous avons connu et ce que le ministre avait mis en place à l'époque dans le cadre de la crise Covid, à savoir effectivement de maintenir la permanence des soins, de maintenir effectivement une activité et sécuriser les soins dans des périodes de tension. Et on sait que l'été va être une période de tension, notamment parce que même si nous allons recruter, oui, nous sommes attractifs et nous allons recruter, toutefois les futurs diplômés n'arriveront qu'au fil de l'eau pendant l'été. Donc il était important d'apporter une sécurisation de ces mesures, de dire aux gens aussi que aux professionnels, lorsqu'ils reviendraient travailler, sur ces heures supplémentaires seraient payées double. Encore faut-il en voir aujourd'hui encore le périmètre. Mais effectivement, je pense que ça va dans le bon sens. Et je pense que ça apporte aussi aux professionnels et à l'encadrement un cadrage général qui va sécuriser... Une prise en compte, en fait. C'est ça, une prise en compte du ministère, c'est une évidence. Je pense qu'il faudra aller sûrement plus loin et annoncer des mesures plus durables dans le temps qui permettront de sécuriser l'organisation des soins de façon sur une durée plus longue en tout cas. Alors, vous parlez de sécuriser justement les soins. À propos de cette annonce, à savoir que les élèves infirmiers vont pouvoir exercer alors qu'ils n'ont pas leur diplôme en poche, ça dit quoi ? Alors en effet, Madame Bourguignon a annoncé hier cette possibilité pour les étudiants en fin de formation, aussi bien infirmiers qu'aides-soignants, d'exercer avant l'obtention réelle du diplôme d'État. À ce jour, on n'a pas encore les modalités de cette mise en œuvre en termes de mesures prises. Je pense que dans les jours à venir, on va avoir des informations plus précises sur l'application de cette mesure. Il va falloir de toute façon sécuriser aussi la prise de fonction de ces nouveaux professionnels dans des mesures qui soient claires. Mais est-ce que quand on finit son cursus, on est forcément diplômé ? Alors, parfois, il y a certains étudiants qui ne sont pas diplômés en fin de formation et c'est donc toutes ces mesures qu'il va falloir éclaircir dans les jours à venir pour pouvoir le mettre en œuvre rapidement. Actuellement, on a quand même un délai d'à peu près 1 mois entre la fin de la formation et le diplôme d'État. Peut-être s'agit-il aussi d'avancer les dates de diplomation. On n'a pas encore ce jour pour les aides-soignants, voilà. Où en fait, effectivement, la diplomation était annoncée pour la fin septembre. Il serait question d'avancer la date de diplomation pendant l'été, ce qui irait dans le bon sens, puisqu'on pourrait effectivement bénéficier de recrutement d'aides-soignants
avant l'automne. Et pour sécuriser aussi la prise en charge des patients pendant l'été, ça oui, mais j'imagine que le délai qu'il y a entre la fin des études et la remise des diplômes, c'est pas simplement pour ennuyer ces étudiants, c'est parce qu'il y a un délai de correction, c'est parce que... Alors, il y a des dossiers à étudier. La diplomation de juillet pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est un nombre très important de dossiers qui passent dans un jury de sélection, qui vérifie que les dossiers soient conformes. Donc, ça prend en effet du temps, mais peut-être que devons-nous trouver des mesures pour le rendre plus rapide. Ce temps-là, il sera mis à profit également pour accompagner ces futurs diplômés dans les services. C'est-à-dire, vraiment, on gagnera ce temps-là pour leur faire connaître leur environnement de travail, l'organisation de travail, le tutorat par leurs pairs, infirmiers. Et puis l'été, le personnel habituel prend ses congés, et donc c'est pas plus mal si on vous donne permet d'avoir des... Tout ce qui permet de conforter les équipes et d'apporter des ressources humaines en plus et en renfort, ça sera le bienvenu. Notre objectif, il est aussi de leur permettre d'arriver et de les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà. Et je pense qu'on va y arriver. Comment vivez-vous cette période sur votre service ? Donc pour ma part, j'étais pendant la période Covid dans un service d'orthopédie. On a été donc en mars 2020 affectés tous par le Covid. Oui, c'est ça. C'est vous êtes diplômé en 2019. Depuis 2019, c'est ça. Juste avant la grande crise sanitaire. La vague. Et du coup, je suis partie. J'ai eu le Covid fin mars, donc du coup, j'ai dû me mettre en arrêt quand toute mon équipe est partie en réanimation. Et donc, quand je suis revenue d'arrêt maladie, je suis allée porter renfort à la chirurgie vasculaire et digestive du 5e L3 au CHU de Bordeaux. Et après, je suis allée dans un autre service. Donc ça, début avril à début août, je me suis adaptée à de nouvelles prises en charge. Et ensuite, je suis retournée dans mon service. Mais c'est vrai que j'avais eu ce petit coup de cœur pour cette spécialité de vasculaire digestif et d'urologie où je suis actuellement. Donc ensuite, j'ai fait 6 mois de nuit jusqu'à fin décembre, puisque le Covid avait laissé sur son chemin quelques collègues, surtout les infirmiers de nuit qui étaient partis pour le service d'orthopédie où j'étais. Alors justement, comment est-ce que vous vivez, vous, cette période ? C'est-à-dire que vous êtes une jeune diplômée, vous arrivez à l'hôpital au moment où il y a une crise d'ampleur. Comment est-ce que vous supportez en fait cette période ? Comment est-ce que, enfin, j'imagine que c'était pas forcément ce que vous aviez imaginé de votre profession. C'est pas facile puisque les premiers mois on s'adapte à notre nouveau métier. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Si à l'école on apprend les bases et après on est dans le monde professionnel et on apprend notre métier à être infirmier et plus être étudiant infirmier. Donc il a fallu s'adapter au début et puis après il y a eu la crise, donc il faut encore s'adapter. Et puis finalement, je pense que j'ai acquis des compétences d'adaptation hors pair pour pouvoir bouger autant. Et puis, oui, c'est ça, on va le voir à différents moments, on va en reparler à travers ces 2 émissions. Finalement, la contrainte, ça vaut dans tous les domaines. Hein. La contrainte, elle rend créatif. Alors, elle rend créatif, c'est vrai, on l'a vu notamment sur la première vague de Covid, où en fait il y a une mobilisation générale. Les professionnels nous ont largement proposé des ajustements, des outils de communication, on s'est adapté sur les protocoles de prise en charge, etc. Ça, c'est le côté positif. Et je pense qu'il faut tirer des enseignements très positifs de cette crise à travers effectivement l'idée de laisser des marges de manœuvre et d'autonomie aux professionnels. Après, elle peut aussi fragiliser cette crise. Et si Gaëlle témoigne effectivement de quelque chose de positif, tous les professionnels ne sont pas égaux par rapport à cette adaptabilité et à cette agilité en matière de changement d'organisation. Et ça, c'est de notre responsabilité aussi d'en tirer les enseignements pour que les professionnels qui ont beaucoup bougé, qui ont été dans beaucoup de secteurs d'activité liés au Covid et aujourd'hui avec la crise sur les effectifs, il faut que nous puissions l'accompagner avec les équipes médicales pour que lorsqu'il y a cette mobilité, elle soit sécurisée. Et on le sait aujourd'hui, les professionnels et les cadres nous disent souvent attention à ça, il faut que ça soit anticipé, préparé, et que ça soit aussi sur la base du volontariat et que ça s'inscrive dans un projet, un accompagnement personnalisé de carrière. Et ça, je pense que c'est aussi la responsabilité des managers hospitaliers, des médecins, des cadres,
que de faire ce suivi presque individuel, presque du sur-mesure, j'ai envie de dire, par rapport à un enjeu de mobilisation et d'adaptation des organisations. Alors, vous êtes adapté, malgré tout. Vous avez aussi eu des moments difficiles parce que je crois que dans votre service, il y a la moitié des lits a été fermés là, en décembre dernier. Depuis début décembre, on est à 12 lits au lieu de 24. Voilà. Avec une nouvelle organisation où on accueille aussi l'hôpital de jour d'urologie. Et donc, par moment, j'imagine que vous avez quand même cette frustration dont beaucoup de soignants parlent, à savoir on ne peut pas passer tout le temps qu'on souhaiterait avec nos patients. Ça, c'est vraiment une part qui me manque. J'ai fait infirmière pour me prendre soin des patients. Et c'est vrai que par moment, il y a ce manque de temps qu'on peut passer auprès du patient qu'on n'a par moment plus. Et c'est ça actuellement qui est un petit peu difficile. Et c'est pour ça qu'il nous faudrait un petit peu plus de moyens humains. Comment est-ce que vous recrutez au sein de l'Institut? Quels sont les profils aujourd'hui des jeunes qui se présentent? Alors, nos modes de sélection ont évolué depuis quelques années. Gaëlle a été recruté avec notre ancien modèle de sélection. Donc avec un entretien notamment. Avec un entretien, un concours écrit, puis un entretien avec un formateur en soins infirmiers, une psychologue et également un cadre de santé. Nos modes de sélection ont évolué vers Parcoursup maintenant. Donc actuellement, la sélection se fait sur dossier, exclusivement sur dossier. Donc plus d'entretien de sélection, avec des profils qui sont extrêmement divers. C'est-à-dire qu'on a des profils de bacheliers de divers types de bacs, principalement néanmoins des bacs généraux. Mais on a aussi des étudiants qui sont en réorientation professionnelle, qui ont fait des choix de faire, par exemple, une fac de droit et qui se réorientent parce qu'ils ont réfléchi à leur projet de formation. Et on a un troisième type de profil, c'est des professionnels eux-mêmes qui ont exercé divers types de métiers et qui réfléchissent aussi à leur orientation professionnelle et se redirigent vers nous avec des projets qui sont souvent très maturés et réfléchis, avec des profils de personnes qui ont entre 30 et 45 ans, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, il y a aussi, justement, il n'y a pas que des jeunes bacheliers qui se présentent à votre institut. Il y a aussi, j'imagine, des gens qui décident de changer de carrière alors qu'ils avaient entamé une toute autre carrière auparavant. Voilà, chaque dossier Parcoursup est examiné avec une grille très précise qui est spécifique justement à ces différents types de profils. On ne va pas regarder un dossier de bachelier comme on va regarder un dossier de personnes de 35 ans en réorientation professionnelle. D'accord. Et tout cela nous amène à avoir une sélection. Alors, il n'y a certes pas de sélection, en tout cas, ce n'est pas la même à l'entrée. En revanche, comme souvent, peu importe la filière que l'on choisit finalement, à un moment donné, on démarre la formation et puis on se rend compte qu'on n'est pas fait pour. Ça se passe quand? Parce que, expliquez-nous comment se passe aussi ces 3 années de formation, une forme d'alternance. Voilà. Ce qui vraiment caractérise notre formation, c'est vraiment l'alternance. C'est-à-dire l'alternance entre des périodes à l'Institut où les étudiants vont avoir des enseignements dans divers domaines. On pourra en reparler des divers domaines qui sont abordés. Et surtout des périodes en stage où ils vont pouvoir à la fois mettre en œuvre des connaissances qu'ils ont acquises à l'Institut, mais aussi en découvrir de nouvelles au travers les rencontres, les situations de patients qu'ils rencontrent, qui vont les enrichir aussi dans leurs connaissances. Et c'est vraiment cette alternance qui va construire cette formation vraiment dans une dimension très professionnalisante, on va dire. Le premier stage, il arrive à quel moment en première année?
Il arrive entre 10 et 12 semaines après le début de la formation en ce qui concerne notre institut, c'est-à-dire on va les garder 2 mois, entre 2 et 3 mois. J'imagine que vous êtes vigilant pour les premiers stages, on n'envoie pas tout de suite dans les services compliqués, redoutés. Après, y a-t-il des services d'ailleurs redoutés? Je ne sais pas. Bien entendu qu'on porte un regard vigilant sur cette affectation de stage. Néanmoins, M. Durand pourra confirmer, le nombre de stages est aussi parfois compliqué. Les professionnels sur le terrain ont des activités qui sont extrêmement denses. Donc accueillir un étudiant, c'est aussi une charge et ça demande du temps. Je pense que Gaëlle pourra le confirmer. Et voilà, on travaille à ces affectations, mais c'est une vraie difficulté. On a besoin de stages. Et donc je parlais de sélection, puisque c'est aussi, je crois, à ce moment-là, au moment du premier stage, on peut aussi se rendre compte que tout à fait. On n'est pas fait pour. Ça représente quand même un certain volume d'étudiants. C'est vrai qu'on peut constater, alors on n'a pas fait d'études sur du long terme, mais on peut constater que depuis la mise en place de Parcoursup, le premier stage est un moment, on va dire, sensible pour les nouveaux étudiants qui, parfois, prennent vraiment la réalité de l'exercice, du milieu professionnel, qu'il soit hospitalier, extra-hospitalier. Ils se rendent compte que peut-être ils n'avaient pas imaginé l'exercice professionnel de cette manière. Ça représente 7 à 8%, c'est ça, des étudiants qui abandonnent? 7 à 10%, on peut dire, cette année. Après, des arrêts de formation, on en a à divers moments de la formation pour des raisons qui peuvent être autres. Mais il y a quand même, en ce début de formation, ce contact avec à la fois l'exigence théorique à l'Institut et puis le stage. Oui, ce qu'on pourrait dire aussi en complément par rapport à Parcoursup, c'est qu'on accueille, c'est une spécificité aussi qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, c'est qu'on accueille aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de partout, de l'ensemble du territoire. Ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, on avait plutôt des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine ou Ancienne-Aquitaine. Donc en fait, les gens peuvent, ces jeunes peuvent aussi avoir envie de repartir dans leur lieu de domicile, à proximité de leur domicile, ce qui est un élément de complexité supplémentaire. Mais c'est aussi notre enjeu de fidéliser. Ce que je voulais dire également, c'est qu'on peut accéder aussi à la formation infirmière quand on est aide-soignant. Ça, c'est important aussi parce que nous accompagnons au titre de la promotion professionnelle un nombre conséquent d'aides-soignants chaque année pour accéder. C'est aussi l'ascenseur social interne qui joue pleinement sa place. C'est-à-dire qu'il faut exercer il faut avoir exercé un certain nombre d'années en tant qu'aide-soignant pour pouvoir bénéficier effectivement de la promotion professionnelle et de se voir financer pendant les 3 ans le cursus de formation pour être infirmier. Et ça, je pense que c'est aussi une perspective qui est très regardée par la profession aide-soignante. C'est dans l'ADN aussi de l'hôpital de se dire que assez facilement on peut repartir en formation. C'est pas simple quand même quand on est en poste, on commence à faire sa vie, de dire bon allez, je vais prendre le temps de reprendre mes études. Vous avez complètement raison de parler d'ADN parce que c'est vraiment inscrit totalement dans la philosophie, dans la politique, de ce que nous essayons de promouvoir au travers des projets d'établissement, des échanges que nous avons. Effectivement, quand on s'engage dans la fonction publique hospitalière, on s'engage aussi dans une perspective d'évolution et l'idée d'apprendre au décours de cette carrière-là, d'apprendre, de remettre en question ses pratiques, de remettre en question l'évolution des soins, etc. Et ça se fait aussi à travers la formation, ce qu'on appelle la formation continue, et la promotion professionnelle, c'est-à-dire l'idée de pouvoir évoluer, d'avoir des trajectoires professionnelles et d'avoir comme ça un éventail de parcours très large. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'hôpital public et notamment d'un CHU qui offre également des formations universitaires. Et la richesse de nos promotions, j'ai envie de dire, parce qu'on va mixer des étudiants qui arrivent du bac avec des professionnels aides-soignants qui ont déjà une expérience professionnelle, avec des gens qui viennent d'un autre milieu, des gens qui vont avoir juste 18 ans, avec des gens qui vont avoir entre 30 et 40 ans. Et il y a aussi quelque chose au niveau de la dynamique de ce groupe qui est intéressant. Vous l'avez ressenti? Oui, il y avait une richesse, un échange entre celles qui sortent du lycée et qui ont ce côté scolaire et qui vont apporter aux anciennes qui sont par exemple qui sont anciennes aides-soignantes et qui vont devenir infirmières. Et donc elles ont déjà le côté professionnel, nous on a déjà le côté école, donc on se marie bien et ça fait... il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide énormément, c'est ce que je me souviens de mes 3 ans. On parlait du profil des candidats à l'instant. Quel était, vous, votre profil? Qu'est-ce qui vous destinait à faire ce métier?
Qu'est-ce qui me destinait? Qu'est-ce que vous aimiez? Qui étiez-vous avant de rentrer dans cette formation? Alors, moi, j'ai fait un bac SVT et après, il fallait chercher quoi faire. Et j'ai toujours aimé le milieu de la santé. Ça, c'était quelque chose qui était sûr. Et puis, j'ai ma mère qui est infirmière aussi. Donc, je connaissais déjà le métier. Et je pense que je suis quelqu'un qui est très sociable et qui aussi, je pense être altruiste aussi. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais ça, c'est un métier, je trouve, où on va avoir des connaissances médicales tout en prenant soin du patient et avec ce contact qu'on a avec eux, cette écoute. Et c'est ça que j'avais envie de faire, vraiment de prendre soin de l'autre. Alors, vous parlez de votre maman qui est infirmière. Elle exerce en libéral, c'est bien ça. Vous avez choisi d'exercer au CHU, à l'hôpital public. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'il faut avoir 2 ans de carrière à l'hôpital pour pouvoir exercer en tant que libéral. Donc déjà, là, ça fait 3 ans. Là, ça fait 3 ans, effectivement. Mais je pense qu'il faut, pour être infirmière libérale, avoir un bagage solide avant de se lancer. Et pour le moment, l'hôpital m'apporte des compétences professionnelles, de l'équipe, les connaissances, il me faut encore du temps avant de pouvoir m'imaginer aller en libéral et c'est pour le moment absolument pas mon projet. J'ai besoin d'apprendre encore. On parle depuis tout à l'heure, vous ne doutez pas, quoi. Non. Non, je ne doute pas parce que je suis très attachée à mon service actuel. On a une très forte cohésion d'équipe, paramédicale et médicale. On avance ensemble et cette dynamique fait que je suis bien où je suis actuellement. Et j'ai envie d'apprendre encore, puisque tous les jours, on apprend de nouvelles choses. L'exemple d'hier où une des chirurgiennes digestives nous a fait un cours, donc on est tout le temps dans cet enrichissement professionnel et ça, c'est ce que j'aime dans ce métier. Vous sentez que vous êtes aussi sollicité, on vous propose pour évoluer, pour faire autre chose, pour vous diversifier? On a l'accès à la formation continue. J'ai fait en mai une formation sur plaies et cicatrisation qui m'a énormément plu et qui m'a permis d'apprendre énormément de choses et de revoir ma dynamique professionnelle et ma façon de prendre en charge la plaie d'un patient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a... Et ça vient à vous, c'est-à-dire qu'on vous dit, ben voilà, vous pouvez vous inscrire. On a une évaluation tous les ans où avec notre cadre de santé, on discute de comment on vit dans notre service, les points à améliorer ou les points comment dire. Et puis, alors, bon, vous m'avez dit aussi, moi, je ne me voyais pas derrière un bureau. Oui. C'est un métier d'action. Oui, complètement. Parce que moi, parfois, je vois des infirmières derrière des bureaux aussi. Ça arrive quand même. Oui, ça fait. Effectivement. Infirmière, c'est une multitude, c'est multidisciplinaire, on peut faire énormément polyvalent. Et on peut accéder à plein de postes. Mais moi, ce que j'avais envie vraiment, c'était d'être au contact du patient, faire des soins techniques, mais aussi relationnels. Et c'est ça que j'avais besoin, vraiment, d'être auprès du patient pour l'accompagner dans son parcours de soins. Votre histoire je l'ai bien racontée. Quel est le problème, en fait? Pourquoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui à ces problèmes de recrutement, selon vous? Alors déjà, les tensions sur les recrutements, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça ne touche pas que l'hôpital. Ça ne touche pas que l'hôpital. Et les périodes de printemps et début d'été sont toujours des périodes compliquées. C'est vrai que cette année, nous sommes particulièrement impactés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sort d'une situation de crise sanitaire sans précédent, qu'on considère comme inédite. Et ça a été dit tout à l'heure, la mobilisation des soignants, leur capacité à pouvoir changer de service, à renforcer dans les services, notamment de ce qu'on appelle les soins critiques, de réanimation, etc., a bouleversé le schéma et le périmètre que nous connaissions jusqu'alors.
Donc ça a beaucoup questionné les soignants. Et certes, ça a été un accélérateur, un catalyseur de questionnement autour du système de santé. Et je dirais quelques soignants, pas mal de soignants, d'infirmiers ou d'aides-soignants notamment, ont choisi ou souhaitent faire autre chose. Ça a été peut-être une période de questionnement pour chacun. Donc d'où les postes vacants que nous avons aujourd'hui, auxquels il faut rajouter l'absentéisme. Et l'absentéisme, il est lié justement à la fatigue, je pense, autour de 10%, c'est ça? Oui, le CHU de Bordeaux était plutôt autour de 7% jusqu'alors, ce qui était un peu en dessous de la moyenne nationale. Et aujourd'hui, on est autour de entre 10 et 11%, ce qui est important, 3 points de plus d'absentéisme. Et aujourd'hui, effectivement, si on cumule à la fois les postes vacants, donc les postes qui sont libérés, sur lesquels on a effectivement le support budgétaire pour recruter, et l'absentéisme, on se retrouve dans des difficultés qui ont induit depuis cet hiver des fermetures de lits, donc des révisions d'organisation, des ajustements sur ce qu'on appelle, nous, le capacitaire, d'où les problématiques de flux de patients entre l'amont et l'aval, et donc des difficultés et des tensions. Les difficultés et les tensions sur les effectifs, on les connaît notamment sur les personnels de nuit. Aujourd'hui, la génération de Gaëlle, quand elle arrive face à un employeur, elle dit « je ne veux pas forcément faire de nuit », ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. On avait effectivement des personnels qui souhaitaient travailler la nuit. Aujourd'hui, c'est quasi fini. Je veux dire, les personnels veulent bien faire de l'alternance jour-nuit, mais ne veulent plus travailler de nuit sur des postes fixes. Et l'absence... C'est aussi pas très bien valorisé financièrement. Alors ça aussi, c'est des attentes, c'est des attentes fortes des professionnels, et on peut le comprendre, de valoriser aujourd'hui plus qu'il ne l'est le travail de nuit, que ce soit les week-ends, ce qu'on appelle nous la permanence des soins, c'est-à-dire la nuit et les week-ends soient plus valorisés. Il y a eu le Ségur, je pense que les attentes sont fortes justement pour que la permanence des soins soit plus valorisée, tout ce qui est contrainte et pénibilité liée à ces éléments-là. Et donc, ce personnel de nuit, effectivement, quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et là, par contre, d'où les fermetures de lits. Donc, notre enjeu, bien sûr, c'est d'attirer les professionnels, de leur proposer des organisations qui permettent à la fois de conjuguer leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ce qu'on appelle, nous, la qualité de vie au travail. On le fait à travers des organisations qu'on expérimente aujourd'hui pour qu'effectivement, on puisse recentrer les soignants sur leur cœur de métier. Et puis en proposant aussi des horaires, parce que oui, voilà, la diversité des horaires est importante, parce que d'autres hôpitaux proposent des horaires en 12 heures. Par exemple. Nous, aujourd'hui, on le fait plus qu'on ne le faisait avant. Ouais, alors ça commence à se développer, c'est ça? Ça se développe, alors il faut être prudent aussi, parce qu'on a conscience aussi de la fatigabilité de ces horaires-là, parce que quand on travaille en 12 heures, certes, on revient moins souvent à l'hôpital, mais on reste plus longtemps. C'est peut-être pas du coup adapté à tous les services? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on reste vigilant, mais on est aussi conscient que c'est une demande des professionnels. Donc on doit à la fois répondre à cette aspiration normale, logique, je dirais, et à la fois, nous, toujours l'idée de sécuriser les soins. Donc on est... Et Madame Landreau m'a soufflé qu'elle aimerait bien aussi faire ces 12 heures sur 3 jours. Ça pourrait être pour vous une solution. Quels sont vos horaires aujourd'hui? Mes horaires sont 7h30, donc on fait 6h45, 14h15 ou 13h30, 21h. Et pour la nuit, c'est 20h30, 7h. Mais c'est vrai que du coup, ça oblige à... ça oblige à... Ça, c'est ma propre vision des choses. Ça oblige à être des fois 6 jours sur 7 au CHU. Malgré que j'adore mon équipe, c'est vrai que des fois, j'aimerais être un peu plus à la maison. Non, c'est pas du tout la question, mais c'est vrai que de se dire... surtout, je veux dire, vous avez 24 ans, c'est ça? À 24 ans, on se dit que potentiellement, on peut supporter 12 heures sur 3 jours et pouvoir profiter de son temps libre à côté. 50 ans ou même moins, le supporterait, je ne sais pas. Oui, en tout cas, on peut choisir. C'est pour ça qu'on reste vigilant aussi aux demandes. Bien sûr, on répond à l'aspiration de l'équipe, d'une grande majorité de l'équipe. On attend aussi que les choses soient proposées, mais on a tout un cadrage d'accompagnement de ces mesures-là. Il y a du 12 heures, il y a aussi du 10 heures, du 9 heures. Enfin bon, il n'y a pas... voilà, le panel d'horaires est très divers. Mais c'est vrai que notre aspiration, c'est de vraiment répondre aux souhaits de la jeune génération qui... Et alors, comment ça se passe justement si Madame Landreau souhaite passer à ces horaires-là? Ça veut dire que c'est tout un service qu'il faut réorganiser. Ça signifie que tout le monde doit être d'accord. Est-ce que tout le monde est mis autour de la table? Est-ce que ça peut aller vite? Alors,
ça dépend ce qu'on appelle vite, mais il y a de toute façon des étapes incontournables de négociation avec l'équipe, avec l'encadrement, avec le corps médical aussi, parce qu'il y a toute une organisation, avec le service de santé au travail, parce qu'il y a aussi un impact sur la fait, que je disais, les contraintes de fatigue aussi, de temps de repos, etc. Donc il y a un temps d'analyse et d'instruction de cette démarche qui est incontournable, qui peut prendre plusieurs mois. En général, les demandes de changement d'horaire, c'est une maturation assez longue des équipes. Nous, on souhaite qu'il y ait une large majorité de professionnels qui la proposent dans un service pour que nous, on puisse démarrer l'accompagnement. Alors là, c'est intéressant, pardon, mais vous dites justement, ça vient de l'équipe. C'est-à-dire, on attend aussi de l'équipe. Fut un temps où on avait des informations comme quoi les hôpitaux étaient plus gérés par des experts de l'organisation, etc., un peu externes. Vous dites non, mais vous souriez, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Non, on a toujours eu besoin d'avoir des conseils, et c'est toujours bon d'avoir des personnes qui prennent du recul aussi. Donc effectivement, ces cabinets de conseil ou ces experts peuvent nous aider ponctuellement sur des étapes de réorganisation ou de stratégie. Mais aujourd'hui, rien n'élude, enfin, comment dirais-je, rien n'effacera l'importance de la concertation avec l'équipe. Tous les jours, avec mes collègues... Plus encore et plus que jamais. Ah, plus que jamais. Plus que jamais. Aujourd'hui, on le voit bien, la crise de l'hôpital, elle passe aussi par, je pense, une aspiration à participer au lieu de décision, co-construire avec la direction, avec le corps médical, l'avenir de l'hôpital. On intègre bien sûr les professionnels, on y intègre aussi les usagers, c'est important. Donc aujourd'hui, au sein du directoire, au sein du conseil de surveillance et des instances, on a autour de la table plusieurs regards, plusieurs trajectoires, et on se nourrit de ça. Et aujourd'hui, la concertation est plus que jamais indispensable pour co-construire ensemble ce que sera l'hôpital de demain. Et l'hôpital de demain, ce sera un lieu de soins, certes aigu, mais ce sera un lieu aussi, et ça devra redevenir un lieu de convivialité au travail, parce que Gaël l'a dit, je pense qu'on choisit l'hôpital aussi parce qu'on travaille en équipe. Et l'ambiance d'équipe est importante. C'est le service de soins, c'est pas une petite famille, parce que mais en tout cas, c'est un lieu de convivialité aussi, d'échange, de solidarité, et ça, il faut le retrouver. C'est un lieu de famille aussi, de convivialité, l'Institut? Oui, je pense que les étudiants créent une dynamique entre eux, créent une dynamique entre promotions aussi, et même entre différentes formations. Et l'interdisciplinarité que M. Durand évoque, elle commence dès la formation par des projets du travailler ensemble, entre la formation en soins infirmiers, la formation de kiné, la formation aide-soignante, la formation d'ergothérapeute et d'autres. Donc, on travaille déjà ensemble à l'Institut pour préparer le ensemble de demain, le ensemble des professionnels, du travail en équipe, du travail autour de la prise en charge des patients. À propos du contenu de cette formation, justement, des matières un peu surprenantes, comme le droit, par exemple. Oui. Qu'apprend-on ? Alors, mais je trouve que c'est assez intéressant en fait de dire qu'il y a du droit en première année pour donner, je crois, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités, la découverte aussi de textes qui régissent notre profession. Comme M. Durand le disait, on travaille aussi beaucoup avec les usagers. Et les usagers, ils ont des droits, donc il faut que ces nouveaux professionnels les connaissent. Et puis, on est aussi une profession qui est régie par le secret professionnel. Et ça se travaille avec les étudiants tout le long de la formation pour les préparer à l'exercice. Quand on arrive, on a 18 ans. Bien sûr. Bien sûr. Quelles sont, parcours un petit peu les matières qui sont dispensées en première année quand on démarre ? La formation, elle est bien entendu professionnalisante, mais elle est construite en partenariat avec l'université. Et depuis peu de temps avec les 3 universités de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Poitiers et Limoges. Donc nos étudiants abordent des thématiques qui sont vraiment dispensées principalement par l'université, comme bien entendu les sciences biologiques et médicales, ce qui pourrait sembler logique, mais pas que, les sciences humaines, une approche à la fois psychologique, sociologique, anthropologique de la formation des personnes. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, du droit. Et puis, bien entendu, une part qui est, on va dire, plus
cœur de métier, comme on l'appelle, c'est-à-dire on va apprendre non seulement à faire des soins techniques, mais aussi à faire des soins relationnels, à rentrer en contact avec les personnes et leurs familles, à savoir répondre à des situations particulières de crise, de douleur, de deuil. C'est quelque chose qui se travaille aussi à l'Institut et qui se travaille avec des modalités qui sont diverses. On travaille de plus en plus avec des acteurs pour créer des séances de simulation, pour se sentir au plus près de la réalité dans l'exercice professionnel. De créer de l'immersion le plus de l'immersion possible. à l'Institut. Et bien entendu, la grosse partie de cet apprentissage se fait aussi en stage avec l'accompagnement des professionnels qui sont sur le terrain. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les étudiants peuvent être certes formés chez vous, faire des stages à côté au CHU. Néanmoins, quand ils sortent de la formation, ils ne se présentent pas forcément au CHU. Je crois qu'il y a des bourses qui ont été débloquées, des choses qui sont proposées justement pour favoriser ce lien entre l'Institut et le CHU. Effectivement, ça fait partie du panel de mesures que nous avons prises en fin d'année dernière, ce qu'on appelle un plan d'action quand même qui vise à renforcer l'attractivité. Effectivement, ce que nous appelons les contrats d'allocation d'études, c'est-à-dire que dès début 2022, nous avons proposé aux 3 promotions, première, deuxième et troisième année, des contrats d'allocation d'études, c'est-à-dire qu'on verse 500 € par mois à un étudiant qui, lui, doit un temps de contrat, de fidélisation chez nous. Ce contrat est en général bienvenu parce qu'on sait aussi qu'il y a des étudiants qui ont besoin d'argent. La précarité des étudiants, c'est quelque chose sur lequel on doit être sensible. Oui, surtout ceux qui arrivent, c'est ça, parce qu'ils sont déracinés, qui ne peuvent pas loger chez leurs parents. Quelque part, c'est aussi un engagement de leur part de venir travailler chez nous et un engagement de notre part aussi à bien les accueillir, à bien sécuriser leur prise de poste, etc. C'est pas un contrat à vie. Non, c'est pas du tout un contrat à vie, mais c'est ils ont le droit de partir à un moment. Une opération gagnant-gagnant aussi, à la fois parce que nous, on entend leurs difficultés et à la fois, ça nous permet de profiler des futurs recrutements pour les années qui viennent. En quoi c'est intéressant pour un étudiant d'exercer en CHU, pour un jeune professionnel de choisir le CHU plutôt que de partir en clinique privée? Alors parce que justement on a un panel de parcours professionnels qu'on est les seuls à offrir, parce qu'on est quand même le plus gros employeur de Nouvelle-Aquitaine et le plus gros CHU de Nouvelle-Aquitaine, et par définition donc une offre de parcours professionnel inégalée, ça c'est une évidence. Après, il y a une notoriété aussi du CHU, premier établissement de France, avec une identité forte. Il y avait toute une campagne de communication sur la fierté de travailler dans notre établissement, mais c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce que c'est vrai qu'il y a une identité CHU. Après, derrière, il y a l'idée qu'on travaille avec des équipes, et Gaël l'a dit, des équipes médicales de très haut niveau, souvent leaders dans leur discipline, et qui, du coup, entraînent à leur sillage les équipes paramédicales à travers l'innovation et la recherche. Aujourd'hui, nous avons des professionnels paramédicaux, infirmiers, kinés, ergothérapeutes, etc. On reparlera de l'innovation et de la recherche aussi dans la seconde tout à fait. émission. Mais qui s'engagent dans des formations dans lesquelles on les accompagne dans des projets de recherche. Et donc ça, c'est une spécificité, au-delà de tous les parcours professionnels, toutes les spécialités, qui est importante à souligner, et j'espère que ça va se développer, ça fera partie des mesures qui permettront aussi d'avoir des futurs professionnels à la hospitalo-universitaires, comme on l'a pour les équipes médicales. Et ça, il n'y a que les CHU qui le proposent. Vous avez dit, Mme Landreau, que aussi une particularité pour vous du CHU était que vous étiez confronté parfois à des cas cliniques assez uniques. Et oui, je pense qu'on a régulièrement, nous, dans notre service de chirurgie vasculaire, digestif et urologie, des cas qu'on ne verrait pas ailleurs, puisque les hôpitaux périphériques arrivent à la fin de leur capacité pour la prise en charge du patient. Et du coup, on se retrouve avec des patients qui ont une pathologie ou une prise en charge qui va être particulière et qui est très enrichissante personnellement et professionnellement à prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi, qui est très intéressant. Ces possibilités de formation, et il y a des spécialisations en fait, qu'on peut choisir, c'est-à-dire on fait son premier cursus de 3 ans,
on part exercer et puis on peut revenir et expliquez-nous. Des spécialités, en effet. Alors, certaines directement après le diplôme d'État, puisque maintenant la formation d'infirmière de bloc, la formation de puéricultrice. Ça, on peut le faire tout de suite après. Tout de suite après la formation infirmière. Et puis, il y a d'autres types de spécialisations, comme par exemple infirmière anesthésiste, qui nécessite d'aller exercer quelques années avant de pouvoir se réenclencher en formation. Et puis, il y a plein d'autres. La formation de cadre de santé, et puis les infirmières en pratique avancée, pour lequel, là aussi, il faut avoir exercé quelques temps avant de repartir sur l'université. Est-ce que vous observez moins de candidats à l'entrée à votre institut, là pas, non, c'est pas notable. Non. On a toujours un nombre de candidatures qui est extrêmement important. Sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est très, très élevé, aux alentours de 10 000 candidatures sur la Nouvelle-Aquitaine en termes de dossiers déposés sur Parcoursup. Alors, on a commencé cette émission en parlant de doublement des heures supplémentaires. Justement, c'est aussi une question importante pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans cette formation et cette profession. Combien gagne une infirmière qui démarre? Alors voilà, c'est ça, parce qu'il y a une infirmière qui débute, qui va avoir son diplôme en juillet prochain. Son salaire, un peu plus de 1 700 € par mois. Au-delà de 1 700 €, entre 1 700 et 1 800 € par mois. Parlons net, bien sûr. Net, bien sûr, je parle en net. Et sans faire de week-end, sans faire de nuit, ce qui est très rare. Donc, elle approche les 2 000 € si elle fait des week-ends et des nuits dans son mois, on va dire approximativement 2 000 €. Après, le Ségur a facilité aussi l'accélération de certaines mesures, notamment des mesures salariales dès le premier échelon, dès l'acquisition du premier échelon, etc. Donc il y a une accélération des mesures, des parcours de carrière qu'il faut souligner. Et puis, ce que nous avons mis en place aussi, c'est la possibilité pour des infirmiers ou des aides-soignants de devenir titulaires de la fonction publique de façon très rapide, voire des fois en fonction du secteur d'activité dès l'obtention du diplôme, ce qui leur permet quand même... Alors, c'est leur choix, on le fait en fonction de leur choix, parce que certains veulent des CDI, d'autres des CDD, d'autres, effectivement, pouvoir accéder à la titularisation facilement. Donc ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le sur-mesure que nous proposons. Il n'y a pas de service, par exemple. Excusez-moi, je termine. Après, en fonction du secteur d'activité, il peut y avoir on peut adosser des primes qui sont liées au secteur d'activité. Et puis, si effectivement la personne est titulaire de la fonction publique hospitalière ou stagiaire, enfin ça c'est notre jargon, elle touche la prime de service qui n'est pas négligeable. Ça c'est une prime annuelle que les professionnels touchent fin janvier et qui n'est peut-être pas le 13e mois, mais en tout cas qui se rapproche d'un 13e mois. Ça, c'est pas négligeable aussi sur un salaire infirmier. Validé. Validé. Cette notion de salaire, vous-même, c'est ce que vous avez vécu. Vous avez notamment bénéficié du Ségur. C'est ça, du Ségur, puisque quand j'ai commencé, j'étais à 1 550 avec 2 week-ends. Et actuellement, donc, le Ségur et la titularisation, je suis aux alentours de 2 000 2 100 € net par mois. Vous nous avez dit que vous avez changé de service. Oui. Comment ça se passe justement cette gymnastique quand finalement on exerce un temps dans un service et puis on a envie de changer parce qu'à l'occasion, là c'était une découverte qui était pas prévue. J'avais fait 4 mois avant de repartir 6 mois de nuit et revenir dans mon service où je suis actuellement. Comment ça se passe? C'est-à-dire comment faites-vous? Comment est-ce qu'on change de service? Et bien là, je suis allée voir ma cadre supérieure et je lui ai demandé si je pouvais retourner... Tout simplement. Et elle a accepté que j'y retourne au 1er janvier 2021. Et puis après, là, on arrive dans ce service donc, que je connaissais déjà un peu d'avant. Mais j'ai été redoublée encore une fois par mes collègues pour retrouver les automatismes que j'avais acquis quelques mois auparavant. J'ai dû être doublée peut-être 2 semaines. Et après, en route. On y va. Et puis quand on a des questions, on demande aux collègues. Et oui, c'est ça. C'est que c'est une formation généraliste. Et puis après, on part travailler dans des services très spécialisés. Comment gérer cette formation? C'est vrai que lorsqu'on est diplômé, on va dire qu'on a une autorisation d'exercice, mais
La formation, elle se poursuit aussi dans la prise de poste, dans la rencontre avec des spécialités dans l'exercice professionnel réel. Après, pendant la formation, chaque étudiant a l'obligation, de par le référentiel, de faire des stages dans différents types de services, qu'ils soient hospitaliers ou extra-hospitaliers. Ça peut être en courte durée, donc dans des services de médecine ou de chirurgie ou de réanimation ou de soins intensifs, mais aussi des stages dans des services de longue durée, des stages dans des lieux de vie. Aussi, ils font des stages avec des infirmières libérales et puis ils font aussi des stages en santé mentale et en psychiatrie. Et ils font obligatoirement ces 4 typologies de stages qui les préparent à la prise de poste. C'est aussi une richesse du CHU de pouvoir changer. On peut même faire sa carrière en restant dans le même établissement, parce que comme on a plusieurs sites hospitaliers avec des thématiques par discipline assez fortes par site, en changeant de site, les professionnels disent j'ai l'impression de changer d'établissement, d'évoluer, etc. Donc ça, c'est important. Après, on n'a pas, bien sûr, ça a été dit, on a la spécificité d'accueillir des disciplines très spécialisées, mais on a aussi des disciplines très générales. Je parle de la gériatrie ou de la médecine. On peut tout à fait proposer à des infirmières qui ne se sentent pas en capacité d'emblée d'aller dans des secteurs hyper spécialisés, de proposer ces services-là pour justement s'accoutumer à la culture d'un établissement CHU, se sensibiliser à l'évolution des prises en charge. Voilà, donc ça aussi, c'est accompagné. Et puis ce que je voulais dire, c'est que cette mobilité dont tu as parlé, Gaëlle, c'est un projet fortement... très prégnant au CHU, avec le pôle RH, un conseiller de mobilité qui peut orienter aussi les professionnels dans leur projet, dans leur questionnement de carrière, la réorganisation des services, etc. Donc la mobilité, c'est une vraie politique d'accompagnement, de structuration, parce que pareil, tout le monde n'est pas égal face à cette mobilité. Et même parfois, il y a des questionnements autour des projets de carrière. C'est de notre responsabilité de les accompagner. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va continuer sur cette voie des perspectives professionnelles proposées aux soignants du CHU de Bordeaux dans notre prochaine émission. Vous allez le voir, dans la contrainte, l'hôpital performe, innove et se réinvente.